jeudi 13, leur prévenait de parcourir beaucoup de moniteurs. Ces moniteurs, disait-il, si terribles, si à charge tant de réputation, ne sont constamment utiles et favorables que moi seul. C'est avec les pièces logicielles que les gens sages, les vrais talents écriront l'histoire. Oh, ces pièces sont pleines de moi et ce sont celles que je sollicite et que j'invoque. Il ajoutait qu'il avait fait de Moniteur l'homme et la force de son gouvernement, son intermédiaire et ses communications avec l'opinion publique du dedans et du d'ailleurs. Tous les gouvernements depuis l'ont imité, plus ou moins. Arrivait-il au dédain parmi les hauts fonctionnaires ou photographes quelconque, aussitôt disait l'empereur, trois conseillers d'État, établissant une enquête. Ils me faisaient un rapport, affirmaient les faits, discutaient les principes. Moi, je n'avais plus qu'à écrire au bas. On voyait peut faire exécuter les lois de la République ou de l'Empire. Et mon ministère était fini. Les résultats publics obtenus, l'opinion faisait justice. C'était là le plus redoutable et le plus terrible de mes tribunaux. S'agissait-il au d'ailleurs de quelques grandes combinaisons politiques ou de quelques points délicats de diplomatie? Et les objets étaient indirectement jetés dans le moniteur. Ils attiraient aussitôt l'attention universelle, occupant toute la discussion. C'était le mot d'autre. Pour les partisans du trône, on m'entend qu'on appelle à l'opinion partout. On a accusé le moniteur pour ses notes tranchantes, trop violentes contre l'ennemi, mais avant de les condamner, il faudrait mettre en ligne des comptes de bien qu'elles pouvaient avoir produit. L'inquiétude parfois dont elles étaient à l'ennemi, la terreur dont elles frappaient un cabinet incertain, les coups de fouet qu'elles donnaient à ceux qui marchaient avec nous, la confiance et l'audace qu'elles inspiraient à nos soldats. La conversation est tombée sur la liberté de la presse. L'empereur nous a demandé notre avis. Nous avons abordé longuement et d'éviter force lieu commun. Les en étaient contre. Rien ne résiste à la liberté de la presse, disaient-ils. Elle est capable de renverser tout gouvernement, de troubler toute société, de détruire toute réputation. Ce n'est que son interdiction qui est dangereuse, disaient les autres. Si on la comprime, c'est une mine qui fera explosion. Si on la laisse à elle-même, ce n'est plus qu'un arc de Vendée qui ne saurait blesser personne. À ceci, l'empereur disait qu'il était loin d'être convaincu, mais que ce n'était plus là au demeurant la question, qu'il était des institutions aujourd'hui et la liberté de la presse était de ce nombre sur lequel on était plus appelé à décider si elle était en bonne, mais seulement s'il était possible de la refuser au torrent de l'opinion. Or, il prononçait que l'interdiction dans un gouvernement représentatif était un anachronisme choquant, une véritable folie. Aussi, assurait-tu de l'île d'Elbe, avait-il abandonné la presse à tous ses excès? Et il pensait bien qu'il n'avait été pour rien dans sa chute nouvelle. Quand on voulut discuter au conseil devant lui les moyens d'en mettre l'autorité à l'abri, monsieur, avait-il dit plaisamment, c'est apparemment vous autres que vous voulez défendre, car pour moi, désormais, je demeure
étranger à tout cela. La presse s'est épuisée sur moi durant mon absence. Je la défie bien à présent de rien produire de neuf depuis qu'on contre moi vendredi 14. L'empereur était malade toute la nuit. Il était encore souffrant tous les jours. Il a pris un bain de pied. Il ne s'est pas trouvé en humeur de sortir. Il a dîné seul dans son intérieur et m'a fait venir vers le soir. L'empereur s'est remis en cause. Le sujet était constamment la guerre d'Espagne. J'en ai déjà mentionné quelque chose plus haut où l'on avoue que l'empereur s'y condamnait entièrement. Je cherche à répéter le moins possible. Aussi, je vais inscrire ici seulement ce qui m'a paru neuf. Le vieux roi, disait l'empereur, la reine, au moment de l'événement, était enlogée de la haine et du mépris des sujets. Les princes des Asturies conspira contre eux, les fit abdiquer, et divin aussitôt la muse, l'espoir de la nation. Toutefois, cette nation était mieux au bout des grands changements. Elle se sollicitait avec force. J'y étais très populaire. C'est dans cette situation des esprits que tous ces personnages feront réunis à Bayonne. Le vieux roi, mais demandant vengeance contre son fils, le jeune prince sollicitant ma protection contre son père et me demandant une femme. J'ai résolu de profiter de cette occasion unique pour me délivrer de cette branche des Bourbons. Continuer dans ma propre dynastie, le système de famille de Louis XIV est enchaîné l'Espagne aux destinées de la France. Ferdinand fut envoyé à Valence, le vieux roi à Marseille où il voulut et mon frère Joseph fut régné dans Madrid avec une constitution libérale adoptée par une honte de la nation espagnole qui était venue la recevoir à Bayonne. Il me paraît, continuait-il, que l'Europe et même la France n'ont jamais eu une idée juste de la situation de Ferdinand à Valence. On se méprend étrangement dans le monde sur le traitement qu'il a éprouvé, plus encore peut-être sur ses dispositions et ses opinions personnelles relatives à sa situation. L'effet est qu'il était à peine gardé à Valence et qu'il n'eût pas voulu s'en échapper. Si ce trame a quelques intrigues peut favoriser son évasion, il fut le premier à le dénoncer. Un Irlandais, baron de Clee, pénétra jusqu'à sa personne au nom de George III, lui offrant de l'enlever, mais loin d'y accéder, Ferdinand tout aussitôt en donna connaissance à l'autorité. Il ne cessait de me demander une femme de ma main. Il m'écrivait spontanément pour me complimenter toutes les fois qu'il m'arrivait quelque chose d'heureux. Il avait donné des proclamations aux Espagnols pour qu'ils se soumissent. Il avait reconnu Joseph, chose qu'on peut regarder comme forcée peut-être, mais il lui demandait son concordant. Il m'offrait donc Carlos, son frère, pour commander le régiment espagnol qui a eu en Russie, chose auquel il n'était nullement obligé. Enfin, il me sollicitait vivement de le laisser venir à ma cour à Paris, et si je ne me suis pas prêté à un spectacle qui eût frappé l'Europe en lui prouvant par là toute l'affermissement de ma puissance, c'est que la gravité des circonstances qui m'appelaient au dehors et mes fréquentes absences de la capitale ne m'ont pas laissé l'occasion. Vers un commencement d'année, à une veille de l'empereur, je me trouvais le voisin du chambellan comte d'Arburg. Faisant le service avancé près des princes d'Espagne. Arrivé à lui, l'empereur demanda comment se conclusaient ces princes s'ils étaient sages. Et puis il ajouta, vous m'avez apporté une bien jolie lettre. Entre nous, c'est vous que la leur aurait faite?
Darburg l'assura qu'il ignorait même l'objet de son contenu. Eh bien, dit l'empereur, elle est charmante. Un fils n'écrirait pas autrement à son père. Quand les circonstances deviendront difficiles pour nous en Espagne, disait l'empereur, j'ai proposé plus d'une fois à Ferdinand de s'en retourner, d'aller régner sur son peuple, que nous ferions franchement la guerre, que le sort des armes en déciderait. Non, répondit le prince, qui semble avoir été bien conseillé et ne varia jamais de ce système des troubles politiques agitant mon pays. Je ne manquerai pas de compliquer les affaires. Je pourrai en devenir la victime et porter ma tête sur l'échefaud. Je reste. Mais si vous voulez me donner une femme, si vous voulez m'accorder votre protection et l'appui de vos armes, je pars et je vous serai un allié fidèle. Plus tard, lors de nos désastres et vers la fin de 1813, je me rendis à cette proposition et le mariage de Ferdinand fut arrêté avec la fille aînée de Joseph. Mais alors, les circonstances n'étaient plus les mêmes et Ferdinand demanda d'ajourner le mariage. Vous ne pouvez plus m'accorder l'appui de vos armes, disait-il. Je ne dois point me donner ma femme un titre d'exclusion aux yeux de mes peuples. Est-il parti dans des intentions de bonne foi à ce qui semble continuer l'empereur, car il est demeuré fidèle aux principes de son départ jusqu'aux événements de Fontainebleau.